Alors, je vais lancer le webinaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour notre webinaire d'aujourd'hui sur l'accessibilité des produits et services, donc notamment les sites web et les applications mobiles. Je vais commencer par une présentation de notre service. Juste un instant, je vais partager mon écran. Alors, oups. Donc, mon nom est Frédéric Lamasquerche. Je travaille dans le service EANFIRC de la Chambre des métiers. C'est le service qui s'occupe des thématiques de digitalisation, d'innovation et de la durabilité au sein des entreprises artisanales. Donc, on conseille sur les trois thématiques nos membres ressortissants de la Chambre des métiers. Et donc, dans ce cadre, on a décidé de lancer ce webinaire qui porte donc sur l'accessibilité des sites web et des applications mobiles. Monsieur Engels, qui est coordinateur général de l'Office de la surveillance de l'accessibilité des produits et services, nous rejoint aujourd'hui pour vous expliquer en fait cette nouvelle loi et ses obligations. Donc, on commencera par une présentation du service que je vais faire brièvement. Puis, Monsieur Engels vous décrit donc cette nouvelle exigence en termes de la loi sur l'accessibilité et vous explique comment vous conformer à ces nouveaux critères. Le service EANFIRC, donc comme j'ai dit, on conseille sur trois thématiques. On fait le conseil individuel donc au sein des entreprises. On organise des ateliers et des conférences sur ces mêmes thématiques comme aujourd'hui et on publie pas mal de brochures et d'informations sur ces trois thématiques sur notre site web. Je vais vous expliquer ça maintenant. Donc, en ce qui concerne les visites ou les conseils individuels dans les entreprises, généralement, on se rend au sein d'une entreprise membre de la Chambre des métiers, on fait une analyse de la situation actuelle de l'entreprise, ça prend environ 1 heure, et on conseille différents véhicules de subvention, de financement étatique, voire des solutions souvent en lien avec aussi des appuis de financement ou de subvention étatique. On publie, comme j'ai dit, beaucoup d'informations sur notre site web cdm.lu, mais aussi sous forme de brochures ou de fiches techniques sur notamment la digitalisation, l'innovation dans le secteur de l'artisanat et depuis, je pense que ça fait 2 ans, aussi dans des thématiques de durabilité, du développement durable au sein du secteur de l'artisanat au Luxembourg. J'ai évoqué brièvement que souvent nos conseils sont liés à des aides étatiques et je veux aussi attirer votre attention sur le fait que même dans le cadre de cette nouvelle loi, vous avez accès à une aide qui s'appelle SME Packages Digital pour refaire ou créer ou refaire un site web dans le cadre, par exemple, d'une obligation comme celle que M. Engels vous expliquera bientôt, vous pouvez le faire en amont du passage à cette loi en juin pour être conforme à ces nouveaux critères. Le SME Packages existe sur 3 thématiques, donc la digitalisation. Donc, une entreprise peut, en ce moment, en tout cas, ça va bientôt changer, mais en ce moment, c'est une subvention de 5 000 € net, avoir 5 000 € sur un investissement minimum de 6 650 € pour refaire, par exemple, un site web. Donc, ça s'appelle marketing digital. Acheter un logiciel métier pour l'organisation de son entreprise ou bien un logiciel pour la facturation électronique. La même aide existe sur le plan de la durabilité. Là, on parle plutôt d'initiatives pour réduire, par exemple, la consommation d'énergie, la consommation d'eau, la production de déchets et son empreinte carbone. Ce sont souvent des petits travaux qu'une entreprise peut faire, par exemple, installer des lumineux LED ou améliorer, par exemple, une enveloppe, voire une fenêtre qui est mal isolée. Je vous donne un exemple.
pour réduire justement la consommation d'énergie. Là, on parle pour l'instant, en tout cas, aussi de 5 000 euros net de subvention. Et le troisième pilier, c'est le service. Donc, le service, là, on parle d'une amélioration de l'atmosphère, par exemple, de votre showroom, de la relation client en termes, par exemple, d'une expérience client au sein de votre showroom, ou bien d'une amélioration d'un produit pour qu'il soit plus adapté à votre marché. Dans ce cas, on ne parle pas de 5 000 euros, mais de 6 000 euros de subvention. Comme j'ai dit, pour l'instant, on parle de financement fixe, mais à partir de, je pense que mars, le ministère de l'économie va annoncer qu'il y aura des changements à cet égard. Donc, il y aura la subvention sera un peu plus, on va dépasser les 5 000 euros. Ça sera communiqué en mars. Et de toute façon, toutes ces informations, vous allez les trouver sur cdm.lu/ehanvirk, donc notre site. Si vous voulez, je vous ai préparé deux codes QR. Avec le premier, vous pouvez accéder à notre site. Avec le deuxième, vous trouverez des informations sur ces différentes subventions. Et de toute manière, à la fin de ma présentation, vous allez voir, vous aurez aussi notre contact. Vous pouvez de toute façon toujours nous contacter pour toutes sortes de questions, parce que nos services sont inclus dans vos cotisations au sein de la Chambre des métiers. Donc, c'est un service qui est gratuit, si vous voulez. Et s'il y a des questions, vous pouvez toujours nous contacter. Je veux aussi attirer votre attention sur le fait qu'on aura un workshop en présentiel au sein de la Chambre des métiers qui est lié à cette présentation d'aujourd'hui, qui aura lieu le 18 mars à 11 heures ici à la Chambre des métiers. Et donc, le but de cette workshop, c'est en fait de vous, ensemble avec un prestataire, QLeap, avec une entreprise de testing, en fait, vous pouvez apprendre comment évaluer vous-même en fait votre site web et ou vos plateformes numériques. Donc ils vont vous montrer ou vont vous présenter différents outils qui sont gratuits, qui permettent une première évaluation de vos sites web ou plateformes, et vous expliquer comment mener un audit d'accessibilité vous-même, sans forcément avoir besoin d'un prestataire. Tout ça sera suivi par un networking lunch. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur cdm.lu/agenda, ou bien juste prendre une photo de ce petit QR, puisque ça vous mène tout de suite sur la page d'inscription. Je dois préciser qu'il s'agit d'un événement qui est co-organisé avec Lux Innovation et le Enterprise Europe Network, un réseau d'entreprises européens. C'est un événement qu'on appelle Club Innovation. Donc, c'est un événement qu'on organise 3 à 4 fois par an pour traiter des thématiques qui sont un peu hors du cadre et qui sont un peu plus innovants, plus spécifiques. Et l'idée est vraiment de vous apporter une plus-value via des workshops, des visites. Donc, tout ça, vous trouvez aussi sur notre site web. Et comme je parle du site web, donc, nous avons aussi un groupe sur Facebook dans lequel nous publions tous les jours, oui, généralement, de manière journalière, au moins un post sur nos initiatives, sur les nouveautés en termes de loi, les changements de loi, les changements en termes des subventions ou des nouvelles subventions. Vous trouvez tout ça sur notre groupe eHanvirk sur Facebook, que vous pouvez rejoindre, et comme ça vous serez toujours au courant de tout ce qui se passe. Ou sinon, s'il y a des questions, vous pouvez nous envoyer un mail via ehanvirk@cdm.lu, ou bien nous appeler, c'est le numéro du département, au 42 67 67 505. Et c'est tout pour ma part. Je vous dis merci et je vais juste donner accès à Monsieur Engels pour qu'il puisse partager son écran avec vous. Merci. Avant de commencer, j'ai vu qu'il y avait des questions dans le chat concernant votre présentation. Vous répondez maintenant ou on attend jusqu'à la fin?
On peut attendre jusqu'à la fin. Bien sûr, ma présentation, je peux vous l'envoyer, pas de souci. Celle de Monsieur Engels, ça dépend de Monsieur Engels. S'il veut bien la partager, ça me dérange pas. On vous envoie de toute façon un mail par la suite avec toutes les informations utiles. Alors, pour tout de suite répondre, moi non plus, ça ne me dérange pas, je vais vous l'envoyer après. C'est vraiment parce que j'ai après la séance et comme ça, vous pouvez la diffuser à qui il veut. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Il faudra juste le mettre en mode. Ah oui, attendez, c'est vrai, il faudrait que je le mette en mode présentation. Parfait. Voilà, Merci. de rien. Alors, bah, d'abord, merci pour l'invitation, pour vous présenter donc les dispositions d'une directive et d'une loi qui vont entrer en vigueur le 28 juin de cette année-ci sur l'accessibilité des produits et services. Je vais peut-être d'abord vous montrer un peu de, de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Alors, ah, tiens, ça ne bouge pas. You are sharing? Ah si, voilà, ça bouge. Donc, donc je vais aujourd'hui vous parler d'abord de bah, c'est quoi l'accessibilité, c'est quoi les objectifs de cette nouvelle loi. Après, bien sûr, le cadre légal, c'est-à-dire les obligations, les opportunités un peu de la directive et de la loi. En ce qui concerne l'accessibilité numérique, parce qu'on va beaucoup parler aujourd'hui d'accessibilité numérique, c'est quelles barrières nous, en analysant un peu les différents sites, on retrouve souvent. C'est des barrières récurrentes et c'est peut-être aussi là que, après, dans vos démarches, vous pouvez peut-être mettre un accent là-dessus. Votre contribution, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez faire tout de suite assez facilement sans dépenser trop d'argent ou pas d'argent du tout. Et à la fin, une présentation de l'OSAPS. Mais avant d'aller discuter de ces différents points, j'aimerais quand même effacer certains mythes qu'on retrouve toujours sur l'accessibilité. Souvent, quand on parle d'accessibilité, on parle de personnes handicapées. Effectivement, l'accessibilité est particulièrement importante pour une personne avec un handicap, mais l'accessibilité ne concerne pas uniquement les personnes handicapées. Le groupe cible de l'accessibilité est beaucoup plus grand. Peut-être pour vous donner un exemple, même si ça ne tombe pas maintenant dans nos compétences, mais c'est peut-être plus visuel. Imaginons que vous avez un commerce et pour entrer dans ce commerce-là, vous avez un escalier. Alors effectivement, une personne qui est en chaise roulante, euh, elle aura des problèmes, respectivement, elle ne pourra pas elle pourra pas entrer dans votre commerce à cause de cet escalier. Mais aussi une personne un peu plus âgée, avec un déambulateur, bah, elle aura des problèmes pour rentrer, respectivement, peut-être qu'elle ne pourra pas rentrer du tout. Aussi un jeune cadre, une jeune cadre on est maintenant en pleine période de vacances de ski, qui suite à un accident de ski et avec des béquilles, qui doit d'abord un peu se familiariser avec ces béquilles, mais elle aura des problèmes à rentrer dans votre commerce. La jeune maman, le jeune papa, avec la poussette, ben, vous pouvez vous imaginer, je suppose que plusieurs parmi vous ont déjà eu l'expérience. Pour entrer dans un lieu où il y a un escalier, c'est pas évident. Mais vous-même ou respectivement vos fournisseurs qui vous livrent quelque chose de lourd, d'encombrant, et qui sont obligés de transporter ça sur un Clark, eh ben, si vous avez un escalier, donc c'est pas évident. Donc, ce que je voulais dire avec ça, avec cet exemple-là, l'accessibilité, c'est quelque chose qui concerne tout le monde et pas seulement un tout petit groupe de personnes. Et puis, on me dit souvent, mais l'accessibilité, c'est coûteux. Alors, je ne veux pas dire que ça ne coûte rien, mais si vous pensez accessibilité dès le début, si vous êtes en train de changer votre site Internet, et si vous pensez dès le début accessibilité, et pas seulement à la fin, quand déjà toute votre structure est faite,
et qu'après vous dites, ah tiens, il faudrait encore parler de l'accessibilité, et où vous serez obligé de recommencer toute votre planification dès le début. Et donc, si vous pensez accessibilité dès le début, vous allez voir que c'est pas aussi coûteux que vous craignez peut-être. Et puis, mais ça, c'est quelque chose que souvent les développeurs de sites me disent, ah oui, mais il y a tellement d'obligations et tellement d'interdits. Avoir un site accessible, ce n'est pas intéressant. Alors, ce que je veux vous dire, un site accessible, ce n'est pas un site en noir et blanc, sans photo, sans lien, sans vidéo. Pas du tout. C'est vrai, il existe une série de règles, mais il n'existe presque pas d'interdits. Il existe certains interdits qui tendent plutôt à la santé de l'utilisateur, mais vous pouvez avoir un site très intéressant, très dynamique et qui soit quand même accessible. Voilà, donc ça c'est la première chose que je voulais dire. Maintenant, l'accessibilité. Alors, d'abord, c'est quoi l'accessibilité pour nous? Pour nous, l'accessibilité, ça veut dire que tout le monde, indépendamment de sa situation personnelle, sauf peut-être la situation financière, mais tout le monde a la même chance, les mêmes opportunités d'accéder donc à une localité, même si ce n'est pas dans notre compétence, à une localité, un produit, un service, voire, très important aussi, une information. Donc, il ne s'agit pas seulement de trouver l'information, mais l'information doit aussi être accessible, c'est-à-dire elle doit être compréhensible. Donc, un des objectifs de la directive et de la loi, c'est donc de rendre les textes, les images, les formulaires, la navigation, certains produits, certains services accessibles et compréhensibles pour le grand public. On sait qu'on n'aura jamais 100% d'accessibilité, mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est vraiment d'ouvrir cette accessibilité euh, au plus grand nombre de personnes. Et un deuxième, euh, un deuxième objectif de la directive, c'est vraiment d'essayer d'harmoniser au niveau européen les exigences d'accessibilité. Cela veut dire que si, par exemple, vous êtes producteur d'un produit dans un pays A et que là, on déclare votre produit accessible, ben, vous pouvez aussi l'exporter dans un pays B sans que quelqu'un vous mette des bâtons dans les roues en vous disant oui, mais les règles ici chez nous, elles sont différentes, donc on n'accepte pas ton produit sauf si tu le changes à nouveau uniquement pour notre marché. Alors, quelques chiffres clés. Donc, c'est vrai qu'on ne parle pas seulement des handicapés, mais quand même, l'accessibilité est primordiale pour les personnes avec un handicap, respectivement pour les personnes âgées avec des problèmes cognitifs. Euh, Peut-être seulement le dernier chiffre, là, on a euh, un sondage de l'année passée, mars 2024, où 15% de la population luxembourgeoise s'est dit en situation de handicap. Ce n'est pas toujours des handicaps qui ne leur permettent pas peut-être d'accéder sur un site internet, mais en tout cas, vous avez 15% de la population qui se sent en situation de handicap, donc c'est déjà pas peu, et vous avez encore toute la population vieillissante qui en partie est inclus dans ces 15%, mais qui va beaucoup plus loin, qui ont des difficultés cognitives, et donc qui leur rend l'accès notamment au site internet beaucoup plus difficile. Là, malheureusement, je n'ai pas trouvé de chiffres pour le Luxembourg, mais là, vous voyez quand même que c'est un marché à convoiter parce que ce sont aussi des gens qui ont un pouvoir d'achat non négligeable. Surtout ici au Luxembourg, la population âgée, les pensionnaires ont quand même un pouvoir d'achat qui n'est pas négligeable et que si vos produits, vos services ne sont pas accessibles, ben, ils vont se tourner vers un concurrent qui a, par exemple, un site accessible où ils peuvent acheter et donc vous les perdrez souvent de façon
indéterminé parce que ces gens-là, ils sont aussi très, comment dire, très fidèles. Quand ils ont trouvé un produit ou un service accessible et qu'ils sont heureux, contents de ce service-là, ils restent aussi là, ils ne vont pas chercher ailleurs. Donc, le cadre légal, peut-être là aussi, seulement le cadre luxembourgeois et le cadre européen, parce que c'est un peu ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, vous avez une directive européenne de 2019 qui s'appelle le European Accessibility Act et qui a été transposée ici au Luxembourg en 2023 par la loi du 8 mars relative aux exigences en matière d'accessibilité. Ah, là, j'ai mis une faute applicable aux produits et aux services. Donc, je vais corriger cette faute quand même avant de vous l'envoyer. Et donc, on a aussi, concernant l'accessibilité numérique, on a un standard européen qui explique un peu comment rendre un site Internet accessible. On aura encore d'autres standards pour les autres produits et services, mais celui-là existe déjà, même s'il est en phase de révision. Donc, on a un standard qui explique, c'est plutôt pour les développeurs, comment rendre un site accessible. Et là aussi, on a des référentiels ici au Luxembourg. C'est une explication plus technique du standard. Donc, ça, c'est vraiment pour les développeurs, pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire dans l'encodage d'un site. Donc, comme je vous dis, on a la loi du 8 mars qui est la transposition luxembourgeoise du European Accessibility Act. Elle va entrer en vigueur ensemble avec la directive le 28 juin de cette année-ci. Et la base pour l'accessibilité numérique est, comme je vous ai dit, la norme européenne qui existe depuis quelques années et qui effectivement est en phase de révision parce qu'elle ne contient pas certaines nouvelles dispositions de la directive européenne qui devront donc être rajoutées. On attend que cette norme européenne modifiée soit applicable à partir de la fin de cette année-ci au début de l'année prochaine. Donc pour le moment, vu qu'on n'a pas de normes, je vous conseille, si vous avez un site, de vous mettre déjà à norme de ce qui existe aujourd'hui. Ce qui viendra plus tard aussi dans la norme, ce sera plutôt le contenu, donc l'information elle-même. Mais ça, on pourra en discuter donc le jour venu. Donc, en ce qui concerne la transposition de cette loi, donc, il faut savoir que les produits concernés, je dirais plutôt que ce sont des produits qui ne sont pas produits ici au Luxembourg, je peux peut-être me tromper, mais les produits concernés qui seront mis sur le marché à partir de la date du 28 juin de cette année-ci devront donc être conformes à la loi. Et très important, les services concernés devront être accessibles à partir de cette date, indépendamment du fait qu'on les ait mis sur le marché après la date ou avant la date. Donc, si vous avez un commerce électronique déjà en place, légalement, il devra être accessible à partir du 28 juin de cette année-ci, même si vous l'avez mis en place avant cette date-là. Donc, on a encore un peu le temps pour examiner un peu, ou vous avez encore le temps d'examiner un peu votre situation et aussi de penser à la mise en œuvre de cette accessibilité. Je sais que c'est plus très longtemps, mais vous allez aussi voir après que l'administration que je suis en train de mettre en place, on va quand même être un peu flexible. Donc, on ne va pas venir le 28 juin en vous disant, écoutez, vous n'êtes pas aux normes, maintenant on va commencer à vous sanctionner. Donc là, ne vous inquiétez pas. Alors, les produits et les services concernés, je ne vous ai pas mis ici tous les produits et services concernés. Je me suis contenté de vous présenter ici les produits et services où je suppose qu'ils sont ou bien produits distribués ou mis à disposition par vos entreprises dans l'artisanat. Je peux que je me trompe, mais alors
Vous trouvez sur notre site internet, vous trouvez, pas sur notre site internet, je vais vous expliquer après, mais vous trouvez sur le site internet que je vais vous indiquer après, vous allez trouver aussi les autres produits et services. Donc, si j'en rate un ici, vous allez les trouver là-bas. Alors, pour les produits, donc, il s'agit du matériel informatique grand public, comme les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et leurs systèmes d'exploitation respectifs, les terminaux de paiement et les bornes d'enregistrement. Pour les services, il s'agit notamment des services de communication électronique, les services de téléphonie, d'Internet. Et là aussi, par exemple, vos emails que vous envoyez à votre clientèle, les, je sais pas, vous avez peut-être une newsletter, donc tout ça est indiqué, et le commerce électronique. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux différences. Concernant, par exemple, les produits, je suppose que la plupart de ces produits-là, on les produit pas au Luxembourg. Ça ne veut pas dire que si vous les mettez à disposition de vos clients, vous n'avez pas d'obligation. Par exemple, matériel informatique en public, il se peut, j'ai déjà vu ça dans certains magasins, que vous avez dans votre magasin ou dans votre locaux, vous avez un ordinateur ou une tablette que vous mettez à disposition de vos clients pour voir un peu quels sont vos produits, quels sont vos services. Donc, ce matériel-là doit aussi être accessible. Maintenant, vu que vous ne les produisez pas, votre obligation ne sera pas de le mettre en conformité, mais votre obligation sera double. Premièrement, informer celui qui vous l'a vendu ou installé, de lui dire, écoute, tu sais qu'il y a une obligation. Et donc, pour la prochaine fois que on va acheter ça ou que tu vas nous mettre ça, il faudrait quand même avoir du matériel informatique accessible. Et votre deuxième obligation, c'est d'informer l'OSAPS que vous avez un tel produit. Et donc, l'OSAPS va aussi se mettre encore une fois en relation avec le fabricant pour voir un peu comment il a l'intention de mettre cette accessibilité ou cette conformité en, en musique. Par contre, si vous êtes vous-même le fabricant ou le prestataire de service, et en ce qui concerne les sites Internet, vu qu'il y a votre nom dessus, même si vous ne l'avez pas développé, donc vous êtes vous-même responsable de mettre en conformité. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bien sûr, si vous n'avez pas développé le site Internet, vous n'allez pas commencer à traficoter le site Internet. Mais vous avez l'obligation d'aller chez votre développeur pour lui dire, écoute, je t'ai payé, il faut que tu me mettes ce site en conformité. Parce qu'après, quand on va parler des contrôles et des sanctions éventuelles, j'ai déjà vu une question sur les sanctions, on en arrivera un peu plus tard. Donc, ce sera vous le responsable. Donc, si votre site n'est pas mis en conformité et que si on arrive au point où on a l'impression qu'il faudra vous sanctionner parce que vous ne voulez pas collaborer avec nous, donc ce sera vous qu'on va sanctionner et pas votre développeur. Alors, qui est exclu? Alors, sont exclus les micro-entreprises, c'est-à-dire les entreprises qui ont moins de 10 personnes et, c'est important de dire le et dont le chiffre d'affaires n'excède pas 2 millions ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions. Pourquoi est-ce que c'est important le et? Donc, c'est une condition cumulative. Ça veut dire que si, par exemple, vous avez un chiffre d'affaires de, je ne sais pas, 500 000 euros, mais si vous avez 11 personnes, 11 salariés qui travaillent chez vous, vous n'êtes plus une micro-entreprise et vous devez donc vous mettre en conformité. Donc, les micro-entreprises ne sont pas obligées de se mettre en conformité. Bien sûr, on aimerait bien, vu qu'il y a quand même
c'est important et il y a quand même une clientèle. Nous aimerions bien que, les micro-entreprises, se mettent aussi volontairement en conformité et c'est pour cela que nous sommes en train de mettre en place, des lignes directrices, c'est-à-dire des recommandations, comment se mettre en conformité. Respectivement, nous sommes en train de mettre en place certains outils comme des micro-formations où chaque entreprise peut, suivant les produits et services, regarder, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux faire? On va essayer de créer des checklists et où vraiment on peut aller à travers son entreprise et dire, OK, ça va, ça ne va pas, qu'est-ce que je peux faire? Voilà. Alors, donc ça, je vous ai déjà expliqué. Donc, si vous êtes vous-même le producteur ou le prestataire de service, donc vous êtes obligé de, de les rendre conformes à la législation au moment où vous les mettez sur le marché. Respectivement, si vous êtes un fabricant, mais aussi un importateur ou un distributeur, vous devez nous informer d'une non-conformité et respectivement aussi des mesures que vous souhaitez ou que vous avez l'intention de mettre en place pour vous rendre conforme à la législation. Puis, il y a quand même des périodes transitoires, notamment pour les prestataires de services. Donc, si vous avez un service sur un produit qui, en principe, devrait être tous les deux accessibles, s'ils ne sont pas accessibles, vous pouvez quand même continuer à fournir ce service jusqu'au 28 juin 2030. Un exemple, je reviens à mon ordinateur. Donc, vous avez, je ne sais pas vous, je vous donne un exemple peut-être plutôt pour les entreprises de l'alimentation. Imaginons que vous avez un salon de consommation et ce qui est très moderne aujourd'hui, vous avez un petit menu, mais ce menu, vous ne l'avez pas en forme de carte, mais vous l'avez sur une tablette. Donc votre menu, c'est le service, il devra être accessible. Mais aussi la tablette que vous donnez à votre clientèle devra être accessible. Je sais que la tablette ne vient pas de chez vous, donc vous pouvez continuer à utiliser cette tablette, même si elle n'est pas accessible, jusqu'au 28 juin 2030, dans l'espoir que d'ici là, vous avez de toute façon volontairement changé votre tablette, parce qu'avec le temps, les tablettes aussi, ça s'use. Donc ces produits-là, vous pouvez encore les utiliser, même si les produits ne sont pas accessibles jusqu'au 28 juin. Les contrats de service convenus avant la date d'entrée en vigueur peuvent encore continuer à être utilisés euh, jusqu'à aussi jusqu'au 28 juin 2030. Là, je ne sais pas si vous êtes vraiment concerné, mais c'est peut-être plutôt, j'aurai cet après-midi une entrevue avec les banques. Les banques, par exemple, elles sont obligées d'avoir une information pour tout ce qui est contrat de crédit et tout ça, qui ne doit pas dépasser un certain niveau. Ah si, par exemple, chez vous, donc les banques où ils ont leurs conditions générales, je crois que vous aussi, vous avez de certaines conditions. Donc ces conditions ne doivent pas dépasser un certain niveau de difficulté. Maintenant, si vous avez un contrat qui a été conclu avant cette date et vous avez encore vos conditions types qui sont assez complexes, je dois l'avouer. Moi aussi, surtout chez les banques, les conditions types sont assez complexes. Donc, en principe, ces conditions types doivent être allégées. C'est-à-dire allégées, ça doit ne pas dépasser le niveau B2. B2, c'est un niveau de langage européen. Donc, pour les anciens contrats, vous pouvez toujours continuer à donner vos conditions types jusqu'à 5 ans après la date d'entrée en vigueur du 28 juin. Et puis les terminaux en libre service, ça c'est des terminaux assez lourds, c'est quelque chose de très coûteux. Par exemple, une borne d'accueil, je ne sais pas, mais vous avez peut-être une borne d'accueil chez vous
où le client il vient, il dit bah, j'aimerais avoir ce service-là, c'est qui est responsable, il touche un bouton ou je ne sais pas quoi. Les terminaux en libre service devront aussi être accessibles, mais vu que c'est des investissements lourds, et si vous avez un terminal de libre service que vous avez mis en place avant la date du 28 juin, vous pouvez continuer à l'utiliser jusqu'à la fin de durée de la vie de ce terminal. Donc, ça peut être 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et suite à ça, je ne sais pas si vous serez encore dans les entreprises à ce moment-là, sauf si vous voulez travailler très très longtemps, ou si vous êtes très jeune. Et donc, au renouvellement des terminaux en libre service, ces terminaux-là devront aussi être accessibles. Mais je suppose que d'ici là, de toute façon, les fabricants les auront tous rendus accessibles. En tout cas, je l'espère. Alors, il y a aussi des dérogations. Deux dérogations, c'est premièrement la modification significative d'un produit ou d'un service. Alors, quand on parle de modification significative, on parle de modifier quelque chose qui existe déjà. Donc, la modification significative, on sera aussi assez flexible en ce qui concerne significatif, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça ne concerne que des produits et services qui sont déjà sur le marché. Donc, je vous ai dit, par exemple, que les services, en principe, devront être accessibles le 28 juin de cette année-ci. Maintenant, peut-être pour rendre votre service accessible, un service qui existe déjà, hein, par exemple votre commerce électronique, vous devez tellement le changer que après, il n'est plus utilisable du tout par personne. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas obligé de le faire. Par contre, vous êtes obligé de nous informer respectivement si le changement de ce produit, de ce service entraîne une charge disproportionnée financière pour l'opérateur économique. Et là, il y a aussi des règles dans la directive pour calculer un peu la charge disproportionnée. Quand cela, ce qui est très important, donc, c'est à vous de calculer la charge disproportionnée ou de calculer la charge que vous avez et d'en informer l'OSAPS. Et puis, l'OSAPS va voir un peu si vous respectez dans le calcul de votre charge disproportionnée les règles de la directive. Et donc, effectivement, on peut l'accepter ou ne pas l'accepter. Et si on ne l'accepte pas, on se mettra donc en contact avec l'entreprise concernée pour voir un peu comment quand même rendre accessible le produit ou le service. Alors, barrières récurrentes, je vous ai dit que nous remarquons toujours, surtout pour l'accessibilité numérique, quand nous auditons un site Internet, nous remarquons toujours les mêmes problèmes. Le premier problème, c'est souvent les images. Donc, vous avez un produit que vous avez sur votre site que vous vendez. Vous avez ce produit sur une image. Maintenant, si vous êtes une personne malvoyante ou aveugle, vous ne voyez pas ce qu'il y a sur l'image. Une personne aveugle ou malvoyante, souvent, elle navigue sur le site non pas avec la souris, mais avec le clavier, donc avec les touches du clavier, et avec un lecteur d'écran. C'est-à-dire le lecteur d'écran lit le texte et explique ce qu'il y a sur le site. Maintenant, si vous avez une image, vous avez une information dessus. Par exemple, une robe rouge, 10% sur la robe rouge si vous l'achetez en déant les prochaines 24 heures. Le lecteur d'écran ne peut pas lire ce qu'il y a écrit sur une image. Ce que vous pouvez alors faire, et ce n'est pas seulement le développeur, mais c'est souvent les entreprises elles-mêmes qui mettent ça sur le site s'ils ont un nouveau produit, c'est que vous devez alors mettre un texte alternatif concernant l'image, c'est-à-dire vous écrivez ce qu'il y a écrit sur l'image et comme ça, le lecteur d'écran peut lire ce qu'il y a sur l'image, même s'il n'arrive pas à lire l'image elle-même. Donc ça, c'est un des grands problèmes qu'on a remarqué. Le deuxième problème,
c'est un problème d'accessibilité au niveau des liens. Donc, vous avez, par exemple, un lien sur votre page Internet qui ramène à une autre page. Le lecteur d'écran ne va pas pouvoir déchiffrer qu'il s'agit d'un lien. Par contre, vous pouvez aussi mettre un texte alternatif. Maintenant, si vous dites: «Mais c'est quoi un texte? Comment on fait?» Donc je vous dis, on est en train de mettre en place ces micro, formations. On vous apprendre ça si vous mettez vous-même des images ou des liens sur un site. Donc c'est un texte alternatif qui explique, bah, il s'agit ici d'un lien et si vous cliquez sur ce lien, il vous ramène à une page où vous allez avoir ça et ça et ça. Hem, un autre grand problème, qu'on remarque souvent, c'est au niveau des champs, des formulaires. Vous avez souvent sur les sites, vous avez des formulaires de contact où vous devez mettre un texte, vos coordonnées et puis vous l'envoyer à l'entreprise. Là aussi, il y a des règles, comment, encoder ces formulaires-là, parce que là aussi, vous êtes aveugle, vous êtes daltonien. Par exemple, vous mettez, le site vous dit: «Bah, mettez votre numéro de téléphone ici» et puis vous mettez votre code postal et le système va reconnaître, ben, un numéro de téléphone n'a pas que 4 chiffres, donc le système, vous avez déjà sûrement remarqué ça, va vous indiquer un problème. Par exemple, ça va devenir rouge. Le champ, il va vous dire: «Tiens, là, il y a un problème, tu as pas mis le bon texte». On voit ça, nous. Par contre, si vous êtes daltonien ou vous êtes aveugle, vous ne le voyez pas. Vous ne voyez pas que vous avez fait une erreur et si vous ne corrigez pas cette erreur, vous êtes bloqué. Donc là aussi, il y a des règles. Là, je dirais que c'est plutôt, aux développeurs, de mettre ça correctement dès le développement, mais peut-être que vous avez des entreprises où vous faites vous-même vos formulaires. Donc il y a des règles et là, je vous dis, on va aussi mettre en place une micro-formation. Et dernier problème d'accessibilité numérique qu'on remarque souvent, je vous ai déjà dit au début que, nous, je veux dire, souvent on utilise la souris pour naviguer sur un site, pour cliquer à gauche et à droite. Si vous êtes aveugle, respectivement, si vous êtes par exemple tétraplégique, vous n'utilisez pas la souris. L'aveugle, parce qu'il ne voit pas. La personne tétraplégique ou qui a des problèmes de motricité dans les mains, parce qu'elle n'arrive pas à bouger correctement la souris. Donc ces gens-là, ils utilisent souvent la tabulation, c'est-à-dire les touches du clavier. Bah, OK, donc premièrement, il faut que votre site soit encodé d'une façon à ce que, quand on utilise la tabulation, ça saute correctement. Donc par exemple, si vous avez en haut, vous avez vos différents, champs, bah, il faut que, heu, ça défile de gauche à droite, pas que ça saute. Une fois, heu je sais pas, intro et puis ça va au bas de la page et puis ça revient en haut. Donc ça, c'est très important parce que sinon la personne aveugle, elle se perd. La même chose, il faut que la navigation soit visible sur le site. C'est-à-dire, il faut qu'une personne qui voit, mais qui ne peut pas utiliser la souris, elle sache exactement où le curseur se trouve. Quand vous prenez la souris, vous voyez, il y a la petite flèche et vous voyez en naviguant ou en surfant sur le site, vous voyez où se trouve la flèche et vous savez si c'est un lien, vous cliquez sur ce lien et puis, vous allez arriver à une nouvelle page. Si vous n'utilisez pas la souris et si, la navigation n'est pas clairement, montrée, vous ne savez pas où vous vous trouvez, sur la page.
C'est un peu, je sais que c'est un peu compliqué à expliquer. C'est peut-être mieux de vous le montrer, mais pour ça, on n'a pas le temps aujourd'hui. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'on peut aussi regarder chez soi pour voir un peu si un site est accessible ou non. Voilà, je vous ai déjà parlé des aveugles qui utilisent des lecteurs d'écran, les malvoyants qui utilisent l'augmentation pour le contraste et le zoom, des aides vocales pour les malvoyants, les malentendants et les sourds. C'est important d'avoir des sous-titrages dans les vidéos, respectant une version texte de l'audio. Euh, voilà. Donc, ça, c'est souvent, c'est ces handicaps-là que vous devez prendre en considération pour mettre en place, par exemple, votre site ou votre produit ou votre service, respectivement, que les développeurs devront prendre en considération. Et c'est pour ça qu'on a ces référentiels. Donc, ces référentiels vont aider le développeur à, euh, à savoir, mais qu'est-ce que je dois faire au niveau de l'encodage pour, par exemple, qu'un lecteur d'écran puisse fonctionner correctement. Donc, ce n'est pas quelque chose, un lecteur d'écran, c'est pas quelque chose que vous devez acheter pour votre client. Votre client qui est aveugle ou malvoyant, l'a sur son site, il l'a installé, mais pour qu'il puisse fonctionner correctement, il faudra que votre code soit encodé d'une bonne façon. Alors, votre contribution. euh, la première chose que je vous conseille, c'est des conseils. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer en interne quelqu'un de responsable pour l'accessibilité. Ça peut être vous-même, ça peut être un de vos salariés. Je- Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder euh, à l'intérieur de l'entreprise quelles sont les parties, quand on parle des locaux, quelles sont les parties qui sont accessibles par la clientèle. Donc, par exemple, si vous avez un atelier où le client ne va jamais rentrer, ne vous préoccupez pas de ça. Mais par exemple, si vous avez une surface de commerce où les clients vont rentrer, donc il va analyser les lieux, les produits et les services destinés aux clients concernant l'accessibilité. Donc, est-ce que c'est un produit qui est destiné à un client? Est-ce que les clients, est-ce que ce produit est accessible pour mon client? Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez dans vos connaissances, respectivement, si vous voyez une fois une personne en chaise roulante, parce que c'est plus visible peut-être les chaises roulantes, mais si vous avez dans votre magasin une personne où vous voyez qu'elle est en handicap, de lui dire, mais écoute, est-ce que tu peux peut-être me dire comment est-ce que tu trouves mes services, mes produits, est-ce que c'est vraiment accès? Il faut dire que ces gens-là, ils sont demandeurs à avoir une meilleure accessibilité, respectivement, ils sont aussi très ouverts à vous aider. En tout cas, à chaque fois que nous on vient, ils nous aident. Par exemple, vous avez dans votre connaissance une personne qui est aveugle, mais qui souhaite, ou qui est malvoyante, mais qui souhaite travailler sur Internet. Si vous avez quelqu'un qui vous dit, je ne vais jamais aller sur Internet, ça ne sert à rien. Mais il faut savoir, par exemple, que les personnes malvoyantes ou non-voyantes, elles sont très frileux tout ce qui est accessibilité numérique et Internet, parce que sortir pour ces personnes-là, il y a beaucoup d'embûches. Parce que la ville n'est pas toujours accessible, parce qu'ils n'ont pas toujours les moyens pour vous atteindre. Donc, tout ce qui est accessibilité numérique, tout par exemple, commerce électronique, ils sont très, très demandeurs, ils sont très friands et ils vont souvent sur les sites qui sont déjà accessibles. Donc, si, par exemple, vous avez dans votre environnement, dans votre connaissance, une personne qui souffre d'un handicap, dites-lui, demandez-lui, est-ce que tu pourrais, par exemple, me dire comment tu trouves mon site? Tu es venu chez moi déjà dans le magasin. Comment est-ce que tu trouves mon magasin? Est-ce que tu retrouves ce que tu cherches? Est-ce que c'est bien indiqué ou pas? Voilà. Euh, et puis, comme je vous ai déjà dit, naviguez une fois sur votre site
en utilisant non pas la souris, mais en utilisant les touches du clavier. Et là, vous allez voir vous-même, en utilisant le tabulateur, est-ce que vous savez où vous êtes sur votre site? Est-ce que si vous êtes sur un lien et vous tapez par exemple la touche entrée, est-ce que ça va s'ouvrir ou pas? Les textes alternatifs aussi très important. Donc, si vous mettez vous-même des nouveaux produits, vous avez, je sais pas, vous avez un commerce électronique où vous changez de temps en temps des produits parce que c'est un produit de saison qui va disparaître et un nouveau produit de saison qui va être mis sur le site. Donc, c'est vous-même qui allez mettre ces images-là sur le site. Alors, il faut aussi penser à mettre les textes alternatifs. Ce qu'il faut absolument éviter, si vous avez des vidéos sur votre site, par exemple, pour faire la publicité sur votre entreprise, il faut que la vidéo ne se lance pas automatiquement. Respectivement, ça j'ai vu aussi souvent, et que le volume soit mis au maximum. Parce que ça constitue vraiment un risque, même pour la santé et la sécurité de certaines personnes qui sont hypersensibles. Par exemple, quelqu'un qui est épileptique, s'il arrive sur une page chez vous et que votre vidéo se lance automatiquement et avec un volume très fort, cette personne-là peut avoir vraiment un choc et ça peut, par exemple, déclencher une crise épileptique. Donc, ce qui est important, c'est que la personne ou les personnes qui utilisent vos sites doivent euh, pouvoir lancer les vidéos et qu'elles doivent aussi pouvoir gérer elles-mêmes le son. Donc, le son doit être vraiment à un minimum quand on lance et donc elle doit pouvoir augmenter la, le volume elle-même. Et puis aussi très important, vérifier à ce que les informations ne sont pas uniquement transmises par des couleurs. C'est-à-dire, je reviens à mon exemple, si vous avez un magasin où vous vendez une robe rouge sur un fond rouge, euh, c'est difficile. Déjà, pour d'autres personnes, c'est difficile. Donc, il y a déjà un problème de contraste. Ou si vous avez, je ne sais pas, si vous avez des statistiques et que tous les barres soient en rouge ou dans une autre couleur qu'un daltonien ne peut pas voir, c'est difficile de comprendre les statistiques. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire vous-même. Donc si par exemple, vous mettez des statistiques sur un de vos sites, veillez à ce que, premièrement, que les contrastes soient bons, mais aussi que si vous dites, OK, je vous mets un- un- je vous mets des statistiques, un chart sur notre évolution. Bah, mettez aussi un petit texte en dessous en disant bah, notre entreprise ou je ne sais pas, s'est développée comme ça et comme ça et comme ça. Puis, M. Weimaskirch a déjà parlé je crois que c'est le 18 mars, là, du workshop où vous pouvez vous-même contrôler vos sites Internet. Donc, il existe toute une ribambelle d'outils de contrôle automatique que vous trouvez sur Internet qui sont non payants, gratuits, où vous pouvez vous-même tester vos sites pour dire que ces outils ne sont pas parfaits. Il y en a certains qui sont plutôt destinés aux professionnels, mais par exemple Wave ou Totally, c'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser en tant que simple mortel. Donc moi aussi, je suis un simple mortel. Je les, je les utilise aussi pour vérifier les sites. Donc ils ne sont pas parfaits, mais ça vous donne une bonne indication. Ça vous dit, est-ce que mon site est rouge foncé et il faut que je change tout ou est-ce que mon site, ça passe, mais il faudra que je fasse quelques petites modifications. Alors, vos avantages, bah, premièrement, il s'agit d'une loi, mais donc si vous êtes conforme à la loi, vous ne risquez pas d'avoir des problèmes avec les législateurs. Mais deuxièmement, donc vous avez un groupe cible plus large.
donc les personnes handicapées, âgées, comme je vous ai dit, ils sont, je parle d'âgés, bien sûr, vous avez des gens qui refuseront toujours de faire quelque chose sur Internet ou qui refuseront d'avoir un smartphone, mais par exemple, les personnes avec des problèmes cognitifs ou ayant un handicap, souvent, vu qu'elles ne peuvent plus se déplacer très bien, elles sont obligées ou elles sont très demandeurs d'avoir des solutions Internet, mais alors des solutions Internet applicables. Oui, vous avez un avantage, plutôt vous commencez, vous avez un avantage par rapport à la concurrence, parce que comme je vous ai dit, il y a certains sites qui sont très accessibles et que je ne nommerai pas maintenant, mais où une personne qui a trouvé ce site, elle ne va plus bouger parce qu'elle sait que c'est accessible et elle n'est pas sûre d'avoir trouvé un autre site qui est aussi accessible comme ça. Donc les personnes souvent restent chez le premier où ils ont trouvé leur service et un service accessible. Et troisièmement, une fois qu'un tel site est identifié, eh ben, il est recommandé à toute la communauté. Ils sont très interconnectés. Un site accessible a un meilleur positionnement sur les moteurs de recherche. Donc, si votre site est bien structuré, ben, vous allez, en cas de recherche par un consommateur, vous allez être plus en haut. Et pour les entreprises qui importent ou exportent aussi à l'étranger, vous allez avoir un meilleur positionnement au niveau international parce que si vous respectez l'accessibilité au Luxembourg et vu qu'il s'agit d'une directive européenne, vous avez aussi, la je dis la garantie, mais c'est pas en tout oui, vous avez aussi quand même déjà la garantie d'avoir, heu heu, l'accessibilité aussi à l'étranger. Alors l'OSAPS. L'OSAPS, c'est donc cette nouvelle administration qui va surveiller l'accessibilité des produits et services dans le futur. Elle entrera en vigueur ou en service le même jour que la directive et la loi, c'est-à-dire le 28 juin de cette année-ci, et elle aura plusieurs missions. Alors, première mission, c'est de surveiller les produits et la conformité des services sur le marché luxembourgeois. Pour faire cela, on va mettre en place des mécanismes de contrôle qui auront 2 volets. Premier volet, c'est chaque personne pourra nous indiquer une non-conformité éventuelle à partir du 28. Donc si un de vos clients, par exemple, tombe sur votre site et qu'il est d'avis qu'il n'est pas conforme à la loi, il pourra nous contacter et nous, on fera un contrôle. Deuxième possibilité, c'est que nous, on pourra s'autosaisir. Imaginons que, par exemple, nous avons dans un secteur, on aura 3 signalements de part de consommateurs qui nous diront, ben, le site de l'entreprise A, le site de l'entreprise B et le site de l'entreprise C ne sont pas conformes. Nous, on fera un contrôle de ces 3 sites et si effectivement on voit que ces sites ne sont pas conformes par rapport à la loi, on va dire, bah, alors là, on va peut-être aussi alors regarder d'autres sites, du même secteur. Hem, Puis, troisième mission, c'est comme je vous dis, on va créer des lignes directrices et des outils pour les micro la loi dit pour les micro-entreprises. On s'est quand même dit que, même si vous avez 15 salariés, vous êtes plus une micro-entreprise d'après la loi, mais peut-être vous avez besoin d'un soutien. Parce que vous voulez faire bien, mais vous ne savez pas comment. Donc, on va mettre en place des lignes directrices et des outils qui pourront être utilisés par toutes les entreprises. Les lignes directrices et des outils qui vous permettront de comprendre le sujet, respectivement, de vous mettre en conformité. Quatrième mission, bah, c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire sensibiliser, informer le public. Et quand on parle de public, c'est d'un côté les entreprises, mais d'autre côté aussi, à partir du 28, on va aussi informer euh, le grand public, donc les gens pour qu'ils puissent savoir qu'ils pourront s'adresser à nous. Sur l'existence de l'OSAP, ces missions, et les deux
dernier point, bah, ça, oui, je vous les ai mis par acquis de conscience, mais ça, c'est peut-être pas aussi intéressant pour vous. Alors, les sanctions. J'ai déjà vu, il y a beaucoup de questions sur les sanctions. Alors, ce que j'aimerais quand même dire, l'OSAPS n'est pas une police. Et dans nos missions, vous ne trouvez pas que l'OSAPS va sanctionner pour sanctionner. On va surveiller les produits et services qui tombent sur notre compétence. Et quand on va découvrir une non-conformité, on va se mettre en contact avec l'entreprise. Mettre en contact avec l'entreprise, ça dépendra aussi de combien de signalements on aura. Donc, si on aura des centaines et des centaines de signalements, on ne pourra pas individuellement contacter chaque entreprise en amont et voir où est le problème. Mais ce que la loi prévoit, c'est que une fois que nous, on découvre une non-conformité, on va formuler une décision où on va dire à l'entreprise, écoute, on a trouvé une non-conformité et on te donne un temps imparti pour que tu te mettes en conformité. Avant d'envoyer cette décision, on va informer l'entreprise qu'on a cette décision dans la poche et qu'on va lui envoyer cette décision. Et là, on laissera à l'entreprise un délai, la loi dit un délai minimum de 10 jours pour réagir. Par exemple, disons que nous trouvons un site qui n'est pas accessible et on trouve que le site peut être rendu accessible dans un délai de 3 mois. Donc, on va formuler une décision. On dit on a trouvé que ton site n'est pas accessible. Ici, on t'envoie des liens ou de la documentation où tu pourras voir comment rendre ton site accessible. Et on te donne 3 mois pour le rendre accessible. Peut-être qu'alors l'entreprise va nous contacter, va nous dire, écoutez, effectivement, notre site n'est pas accessible, mais on est en train de mettre en place un nouveau site. Mais ce site-là, il sera mis en ligne dans 4 mois. Donc, si l'entreprise nous dit ça, on va modifier notre décision avant de l'envoyer. Et puis, on va envoyer donc la décision c'est un exemple. Maintenant, on va envoyer cette décision en disant à l'entreprise, OK, tu nous as informé qu'il y aura un nouveau site qui sera accessible en 4 mois. Donc, notre décision est effectivement, on te laisse 4 mois pour venir à cette solution accessible. Voilà. Maintenant, les sanctions. Donc, vous voyez, on essayera d'avoir une approche collaborative. Maintenant, si l'entreprise refuse de collaborer avec nous, là, effectivement, on a une panoplie de sanctions. Alors, par exemple, si on demande une documentation pour voir, pour avoir des explications pourquoi est-ce qu'un produit n'est pas accessible et que l'entreprise nous refuse cette documentation respectivement, elle ne réagit pas du tout, là, on pourra émettre des amendes administratives. Respectivement, si on prend une décision, donc je vous ai dit, on prendra la décision, il faudra mettre en conformité ton produit et ton service en ayant le délai de, et que rien ne se passe, là, on pourra donc émettre une amende administrative. Il y a aussi des sanctions pénales qui sont prévues par la loi, mais ça, c'est un volet plutôt judiciaire. Donc, ça, c'est pas à nous de le décider. Ça, c'est vraiment déjà grave. Là, ça va arriver jusqu'aux tribunaux et c'est aux tribunaux de prendre les décisions. Par contre, on peut aussi interdire ou restreindre temporairement, ici on parle seulement de services, mais c'est les services et les produits. Donc, on pourra retirer du marché un produit ou interdire la fourniture d'un service jusqu'à la mise en conformité de ce produit ou ce service. Donc,
ça, on peut le faire, mais comme je vous dis, ça, c'est vraiment que quand on trouve une entreprise qui nous dit: «Bah, c'est bien beau ce que tu nous racontes, mais nous, on s'en fout de tout», donc c'est là où on utilisera les sanctions. Donc encore une fois, tous ceux qui sont ici aujourd'hui, je suppose qu'ils sont intéressés au sujet et que vous avez l'intention de faire quelque chose. Donc les sanctions, je dirais, ne vous concernent pas. Les sanctions concernent vraiment les brebis galeuses, celles qui, alors qu'on essayera de collaborer avec elles, nous diront: «Fiche, on ne fera rien». Voilà. J'espère que là, comme j'ai vu, je crois que c'est une des premières questions, c'est les sanctions. Quelles sanctions, quelles sanctions? Donc c'est seulement pour que vous n'ayez pas une crise cardiaque. Les sanctions sont uniquement dédiées aux brebis galeuses. Voilà. Alors je sais que c'était beaucoup. Hem, on aura encore maintenant l'occasion de répondre à vos questions, respectivement, si, vous avez des questions que vous ne pensez pas maintenant, respectivement, que vous voulez peut-être pas penser, poser maintenant. Adressez-vous à nous, appelez-nous, envoyez-nous un email. Respectivement, on n'a pas encore de site. Notre site est en train d'être mis en place, mais on a déjà une page d'accueil sur la page du ministère de la famille, où vous allez trouver déjà quelques informations. Et notre site, normalement, va être mis en ligne fin du premier trimestre, de ce premier trimestre ou début du deuxième trimestre de cette année-ci. Voilà. Et là, j'arrête ma présentation et j'attends vos questions. Et j'ai pas vu les questions, mais j'ai vu beaucoup de pop-up. Donc, je suppose que Je les ai notés en fait. Donc, une question, donc j'ai déjà répondu. Donc, la taille d'entreprise, c'est en fait la taille d'entreprise qui est le facteur décisif pour, ouais, pour définir si vous êtes concerné ou pas. Donc, on parle d'entreprises qui ont plus de 10 personnes, qui ont un chiffre d'affaires qui dépasse les 2 millions et le bilan qui dépasse, c'était combien? Et où le 2 bilan? millions, c'est le 2 chiffre millions, d'affaires. Oui, voilà. Mais ça peut aussi changer. Donc, il se bien peut sûr. qu'aujourd'hui, vous ayez 9 salariés et demain, vous allez vous agrandir, vous en avez 11. Mhm. L'inverse est possible aussi. Oui. Mais une fois que vous avez 11 et que votre site est, par exemple, votre site est accessible, bah, même si vous retombez à 9, il sera toujours accessible. Mhm. Une autre question qui était assez intéressante, est-ce que ça concerne aussi les logiciels type Progiciel, par exemple, où est-ce que je l'avais, les applications de bureau, est-ce que ça concerne Alors, ça concerne les sites Internet et les applications. C'est quoi une application de bureau? Elle s'adresse à qui, l'application de bureau? des- je suppose si on parle de solutions qui sont utilisées au sein des entreprises, voir que les entreprises utilisent, donc ce serait du B2B. Oui, par exemple, ou je ne sais pas si vous avez, bien sûr, si vous avez des personnes handicapées, elles seraient intéressées aussi. Mais par exemple, si vous avez, nous, par exemple, je crois qu'à la chambre de métier, ils l'ont aussi. Si vous avez une application où le matin, vous allez au bureau et vous batchez sur votre smartphone, donc vous avez une application où vous dites, voilà, je suis arrivé à telle heure. Ça, c'est à l'intérieur des entreprises. Ici, on parle vraiment des produits et services qui sont destinés à l'extérieur, aux consommateurs. Mhm. Ok. Ce qui n'évite pas de rendre vos applications internes aussi, bien sûr, accessibles si vous avez une population qui a un tel besoin. Et puis, là, je viens de voir qu'il y a une autre question qui va dans le même sens qu'une question que j'ai notée. Euh, Par exemple, une entreprise qui a un site, disons, francophone, mais qui a aussi d'autres sites dans d'autres pays de l'Union européenne, et dont le site ou dont les sites sont hostés, par exemple, là, la question c'était sur la Roumanie. Euh, Ça concerne toute l'Union européenne, de toute façon. C'est une directive européenne, donc ça concerne tout le monde. Oui. En ce qui concerne l'accessibilité des sites, on est assez avancé parce qu'on a, comme je vous dis, on a la norme européenne.
même si elle sera, elle sera, elle est en train d'être modifiée en ce qui concerne un peu le contenu des informations. Donc là, en principe, il n'y a pas de problème pour les rendre accessibles, comme on a la norme et comme on a les référentiels, donc qui est un peu l'équivalent technique des normes. Et effectivement, donc donc autre chose, même si, prenons un site, un site chinois. Il devra être accessible parce qu'il s'adresse aussi aux consommateurs européens. Mhm. Même si le site, le hostage du site est en Chine, effectivement, je ne sais pas. En principe, on dit toujours quel pays est responsable, c'est le pays où l'entreprise a son siège. Donc, effectivement, je ne sais pas maintenant si le site est en Chine, qui va s'adresser aux Chinois pour leur dire ton site n'est pas accessible et tu vends quand même euh, en Europe. Par contre, je crois que les Chinois ont aussi un intérêt parce que sinon, par exemple, nous, en tant que Luxembourg, si on trouve un site chinois n'est pas accessible et que si les Chinois disent on s'en fout, on pourra dire ben, dans ce cas-là, on va le déconnecter Mhm. du marché luxembourgeois, respectivement. Donc, tous les autres pays de l'Union européenne devront dire ben, on va le déconnecter de notre pays et comme ça, ce site ne pourra plus vendre au Luxembourg. Mais ça, en fait, c'est une bonne intro à une question qui a été posée plusieurs Ah, reprises. La langue, ou les langues. Est-ce que, là, la dernière que j'ai vue, est-ce que la langue du site fait partie de l'accessibilité? alors, le langage fait partie, mais pas la langue. Donc, Ok. au Luxembourg, on est un peu particulier, mais par exemple, un- 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 on ne peut pas dire un site allemand, écoute, ton site doit être en français parce qu'on a aussi une population française. Non, ou parce que la langue administrative au Luxembourg, c'est aussi le français. Donc, Mhm. si vous avez un site en français ou en anglais ou je ne sais pas quoi, vous pouvez, vous pouvez le garder dans cette langue-là. Vous n'êtes pas obligé. Nous, en tant qu'OSAPS, on va le faire en 3 langues, mais c'est parce qu'on est un peu particulier. Mais si vos documents sont accessibles numériquement, même s'ils sont dans une langue qui n'est pas comprise par tout le monde, ne vous inquiétez pas, ça, c'est pas un problème. C'est Ok. c'est peut-être un problème, mais c'est pas une non-conformité. C'est pas une langue confondue. Ok, ok. Voilà. Une autre question qui a été posée plusieurs reprises. Donc, ça s'adresse à du B2C, pas à du B2B. Non, Non. non, non, non. Donc, Grand si public. vous êtes, je ne sais pas si vous êtes une entreprise sidérurgique et vous faites des barres en métal ou je ne sais pas quoi pour la construction parce qu'ils vont Mhm, travailler ça. Non, c'est le client qui est mhm, mhm, le mhm. client privé, le consommateur privé, c'est-à-dire défini par la loi. C'est une personne physique ou morale, ça peut aussi être une personne morale, mais qui utilise le service ou le produit non à des fins commerciales. À fins commerciales. Oui. On peut dire qu'une entreprise de construction qui ne construit pas uniquement pour l'État, mais qui vraiment construit des maisons unifamiliales, est concernée. Si, donc, Et concéder respectivement, si vous avez un site, bah, ça c'est plutôt, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui l'ont, mais vous avez des sites de vente en ligne de maisons. Je ne dirai pas le nom, mais vous les oui, connaissez. oui, Mais vous avez peut-être aussi, je ne sais pas, un entrepreneur qui vend aussi, qui a aussi une immobilière, ces sites-là sont concernés. Par c'est contre, si vous êtes, si vous êtes une entreprise de construction, mais pas c'est uniquement pour l'État, mais par exemple aussi pour d'autres entreprises et des gratte-ciel ou des trucs comme ça, là, vous n'êtes pas concerné. oui, oui. Donc, ça concerne vraiment le B2C, donc le client. Voilà. Le client Le- voilà, le- individuel qui, voilà. OK.
Je pense qu'on a un peu préfet le tour des questions, pour être honnête. Et de toute façon, comme je l'ai posté dans le chat, il y aura une session physique ici au sein de la Chambre des métiers le 18 mars avec les prestataires QLib. Je suis pas censé le dire, mais ils ont déjà fait un grand projet pour une entreprise qu'on connaît tous. Je vais pas faire de la publicité. Donc ils ont beaucoup d'expérience dans ce domaine. Ils savent vous expliquer exactement ce qu'il faut faire, comment le tester vous-même, vous donner des astuces s'il en faut. Et si vous êtes, par exemple, une entreprise de construction qui a une certaine envergure et que vous voulez faire avec un prestataire, vous aurez le prestataire sur place pour en discuter. Donc, je vous invite à vous inscrire. Vous aurez, de toute façon, vous aurez un mail de ma part avec les deux présentations, le lien d'inscription pour cette manifestation. Et vous aurez aussi nos coordonnées de contact pour toute question relative aux subventions étatiques, parce que c'est une question qui est toujours posée, et beaucoup et souvent. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. On répond généralement on essaye de répondre dans les 24 heures, mais on vous aide, on vous soutient avec plaisir dans cette démarche. Donc, merci beaucoup. Peut-être juste encore, j'ai scrollé là un peu sur les différentes questions. Est-ce qu'on est concerné? Donc, je vous dis, vous avez la liste des produits et des services. Regardez vraiment, est-ce que vous avez dans votre entreprise des produits et des services destinés à la clientèle? Je ne peux pas dire, par exemple, est-ce qu'une entreprise de BTP est concernée, oui ou non? Ça, c'est une question, elle est trop large. Regardez, est-ce que vous avez un produit ou un service dans la liste qui est destiné à la clientèle privée? Si oui, vous êtes concerné. Sinon, vous n'êtes a priori pas concerné. Si vous voulez le savoir en plus en détail, vous pouvez toujours nous contacter. Merci. Pareil. Je vous souhaite encore une belle journée et à la prochaine. Merci. Au revoir, Au revoir. merci.